Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info, en ma compagnie si vous le voulez bien. Voici tout de suite le sommaire. Il y a un an, Monaco rentrait à son tour dans cette crise internationale. Après un premier cas de coronavirus le 28 février, 2 semaines plus tard, le vendredi 13 mars, le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires et la mise en place du télétravail à compter du 16 mars 2020. 365 jours plus tard, que retenez-vous de la crise sanitaire? C'est la question que nous vous avons posée. Nous recevrons le directeur général du département des affaires sociales et de la santé, qui a été véritablement sur tous les fronts. Ludmila Rakona-Le Goff reviendra sur cette période et nous racontera comment elle a vécu cette crise sanitaire de l'intérieur. Les masques sont importants, sont obligatoires afin de préserver les autres, mais ils ont des inconvénients lorsque l'on est sourd ou malentendant et que l'on a besoin de lire sur les lèvres. Vous le verrez, une solution a été trouvée au sein de l'administration. Et afin de s'aérer un peu et de sortir de cette crise sanitaire, nous allons vous parler cinéma avec la prochaine projection organisée par l'Institut audiovisuel ce samedi 15 h au Théâtre des Variétés où il sera question de chansons d'amour, c'est d'ailleurs le titre. Mais avant cela, l'année dernière, nous rentrions dans un confinement. Impossible à ce moment-là de s'imaginer que cette crise serait aussi longue. Un an après, que retenez-vous de cette période? Christine Datomel vous a posé la question. Je retiens qu'elle est effectivement un peu dure à supporter, mais qu'il faut la prendre du bon côté. Moi, personnellement, je me fais de l'autoconfinement. Je ne prends pas de risques. Je reste à la maison. J'ai le bonheur de pouvoir sortir à la pêche. Et voilà. Et je me tiens aux directives que nous donnent nos dirigeants. Déjà, moi, je retiens que les relations sociales, on s'en rendait pas compte quand tout était normal, entre guillemets, mais je pense que c'est vraiment un pilier et c'est ce qui nous maintient en bonne santé aussi. Et du coup, je me suis beaucoup questionnée sur ça et je me suis vraiment rendu compte que tous mes amis, ils étaient vraiment importants et que ça solidifiait vachement ma santé mentale et mon bien-être. Aussi les questions écologiques, elles sont vraiment revenues. On a vu qu'en s'arrêtant, il y avait vraiment un impact positif sur l'environnement. Et du coup, on se rend compte on est lié à la nature et c'est important, même si on regarde un peu la source du Covid, etc. Chacun a un peu son opinion. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un impact de l'homme négatif sur l'environnement et il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. On doit s'adapter, qu'on doit changer nos habitudes. De cette crise, c'est peut-être qu'il y a des côtés positifs sur la façon de consommer, la façon de voyager, la façon de faire des réunions sans prendre l'avion. Bien sûr, ça met des gens en difficulté financière, chômage, etc. Ça, j'en suis très très consciente, bien sûr. Mais je pense qu'il va falloir retirer les bons côtés quand tout ça sera terminé. Voilà ce que vous avez retenu de la crise. En retirer le bon côté quand ça sera terminé. On passe à notre première invitée, Ludmila Rakona-Le Goff. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes le directeur général du département des affaires sociales et de la santé. Je vous pose la même question. Qu'avez-vous retenu de la crise? Parce que vous étiez, Ludmila, vraiment sur tous les fronts. Oui, le département des affaires sociales et de la santé a été effectivement au cœur de la crise depuis maintenant plus d'une année. Parce que dès le mois de janvier de l'année dernière, il a fallu commencer à accompagner au mieux la population en tenant compte de tout ce qui se passait d'abord à côté de chez nous, puis de plus en plus près. Et oui, travailler en plus avec l'inconnu, parce que quand ça a démarré au départ, on ne savait pas trop ce qui se passait, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer non plus. C'est vrai, ça a été une période remplie d'incertitudes et c'est en ça qu'il a fallu se réinventer et mettre en place une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement, chercher à trouver les meilleures solutions possibles en essayant d'anticiper, d'être réactif. Très concrètement, au niveau du département, tout seul, je pense ça aurait été encore plus difficile. Donc, ce que cette année nous a appris, c'est qu'il a fallu travailler tous ensemble dans l'intérêt général. Et ça a été vraiment une très grande force depuis le début que d'arriver à rassembler autour de nous un certain nombre de personnes dont ce n'était pas forcément le métier, parce qu'on a tous été obligés de sortir de notre zone de confort pour apporter ces solutions justement et de travailler tous ensemble main dans la main
dans l'intérêt général. Alors nous célébrons un triste anniversaire, 1 an de crise sanitaire. Un rappel de ces 1 an, étape par étape, qu'a fait le département des affaires sociales et de la santé pendant 1 an, à partir du confinement, couvre-feu, etc., etc. Notre objectif, ça a toujours été d'accompagner au mieux la population en tenant compte d'attentes et de besoins parfois contradictoires, que ce soit ceux des résidents, des salariés, des employeurs, les avis médicaux. Donc il a fallu trouver les solutions les plus équilibrées possibles pour répondre à toutes ces attentes. Le centre d'appel Covid, qui a été une des premières entités mise en place au moment où la situation a été beaucoup plus déclarée. Ensuite, le centre de suivi des malades à domicile au mois de mars à l'auditorium, donc en lien étroit avec l'hôpital, les médecins de ville, pour suivre les malades les moins atteints à domicile. Ensuite, au mois de mai, à partir de la mi-mai, ce sont les campagnes de dépistage par TROD qui ont débuté, d'abord pour la population résidente, ensuite pour les salariés. Donc ça a couvert de la mi-mai à la mi-juin, donc un mois de dépistage. Au mois de septembre, l'ouverture du centre de dépistage PCR à l'espace Léo Ferré, donc grâce au soutien des équipes de la mairie. Centre de dépistage qui a ensuite encore été renforcé avec l'implication du centre scientifique de Monaco au mois de novembre et la mise à disposition donc, d'un automate qui nous a permis d'accroître la capacité locale de testing. Et plus récemment, au mois de janvier, le lancement de la campagne de vaccination. Après un certain recul, Monaco était préparé à une telle situation, à votre avis ? On n'était pas préparé, mais on a fait en s'adapter. sorte d'apporter les réponses adaptées pour gérer ça au mieux. Avec des volontaires aussi, des retraités du milieu médical, des personnes venant d'autres services qui se sont retroussés les manches pour vous donner un coup de main. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes qui ont, comme je l'ai dit, retroussé les manches? Un grand merci, évidemment, parce que sans l'implication et sans l'aide de toutes ces personnes, je crois que rien n'aurait été possible. Ça a vraiment été, à titre personnel, la grande leçon tirée de toute cette année qui vient de s'écouler, c'est que ces personnes ne se seraient peut-être jamais croisées s'il n'y avait pas eu ce contexte si particulier. Donc un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués et on peut parler donc des fonctionnaires, des agents de l'État qui à l'époque étaient, donc il y avait le confinement, donc qui étaient pour certains en télétravail ou qui n'avaient plus d'activité, qui sont venus nous aider. Évidemment, tous les professionnels médicaux, que ce soit l'hôpital, les structures de soins, les médecins actifs, des médecins retraités, des infirmiers, les bénévoles des associations, la Croix-Rouge, Fight-Aids, j'en oublie, la mairie, enfin, vraiment tous ces gens qui nous ont aidés sans se poser de questions, mais qui ont voulu participer à l'effort collectif. Et justement, en règle générale, dans toute situation, il y a un mal pour un bien. Quel enseignement retire-t-on de cette crise ? Alors, je pense que ce travail collectif a vraiment été... C'est la preuve qu'à plusieurs, on arrive à faire des choses vraiment, je vais dire extraordinaires, c'est peut-être un peu fort, mais oui, cette mobilisation collective avec pour objectif l'intérêt général, c'est quelque chose de fantastique. Toutes les équipes engagées sur le terrain, personne n'a compté ses heures, personne n'a compté son temps. Et donc oui, difficile, mais au final tellement enrichissant qu'on en sort, je pense qu'on en est tous sortis grandis. Ludmila Racona-Le Goff, merci. Merci Fabien. On reste dans la thématique avec vous, Vanessa Dessy, et votre premier point sur l'information. Le gouvernement princier communique les chiffres relatifs au dépistage. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 8 et le 14 mars inclus est de 4 830 tests PCR et antigéniques. Le taux de positivité est de 4,43%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 221,5. Ces chiffres sont arrêtés au dimanche 14 mars inclus.
Toujours concernant la Covid-19, la fermeture de 2 classes de petite section de maternelle de l'Institut François d'Assise, Nicolas Barré. Un élève a été testé positif à la Covid-19 suite à une contamination dans le milieu intrafamilial. L'élève a été mis en éviction scolaire conformément à la procédure préconisée par les autorités sanitaires monégasques. Les tests PCR n'étant pas pratiqués auprès des élèves de maternelle et ces derniers n'étant pas soumis à l'obligation du port du masque en raison de leur jeune âge, le gouvernement princier a décidé par principe de précaution que tous les élèves de la classe concernée seront placés en éviction scolaire jusqu'au mardi 23 mars inclus. Monaco Boost fait désormais partie intégrante de la relance économique de la Principauté. Effectivement, et la première réunion d'attribution de ces bureaux et espaces de travail vient d'être présidée en présence du conseiller de gouvernement Jean Castellini et du président du Conseil national Stéphane Valéry. Les participants ont pu longuement échanger sur les différentes candidatures. Je vous propose d'écouter Laurence Garino, directeur du Welcome Office. Le profil est assez varié. Disons qu'il y a un bon équilibre entre les entreprises qui existent déjà, mais depuis peu seulement, moins de 5 ans, et celles qui sont en cours de création. Il y a aussi un bon équilibre entre le format juridique, la forme juridique, donc des activités en non personnel ou des sociétés à responsabilité limitée. C'est assez varié. Les secteurs d'activité aussi qui sont représentés sont multiples. On a reçu des demandes, des candidatures qui portaient sur le commerce en ligne, sur la vente de produits alimentaires, de produits de mode, de tendance et aussi bien sûr des produits virucides, des produits sanitaires. Et nous avons aussi quelques demandes dans le conseil en entreprise et marketing. Nous allons d'abord accueillir de manière très confortable les premiers occupants et ensuite rapidement nous allons proposer une deuxième phase d'attribution et là encore nous le ferons savoir au plus grand nombre. Et les installations des entrepreneurs retenus est prévue pour le mois d'avril 2021. Merci Vanessa, nous vous retrouverons dans quelques instants. Parlons des masques, qu'ils soient chirurgicaux, FP2 ou en tissu. C'est devenu finalement un accessoire presque de mode puisqu'on les personnalise. Ils sont pour le moment obligatoires, mais ils peuvent parfois avoir quelques inconvénients. Comme nous l'explique Christine Datomel qui s'est rendue à la DASO où une campagne vient de débuter au sein des services administratifs. Oui Fabien, si les masques n'ont plus rien à démontrer concernant leur efficacité, ils peuvent s'avérer problématiques pour les personnes sourdes et malentendantes qui utilisent la lecture labiale. Face à cette difficulté, le gouvernement princier a réagi et a trouvé une solution, les masques à fenêtre. Des masques qui ont la particularité d'être transparents et qui rendent visible la bouche, permettant ainsi la lecture sur les lèvres. Le personnel d'accueil de 22 services de l'administration recevant du public sont concernés par cette campagne et seront ainsi dotés dans les jours à venir de ce type de masque pour permettre des échanges plus naturels dans les services publics et répondre à la demande des personnes malentendantes. Ça touche l'ensemble des services administratifs recevant du public, donc qui ont des missions de service public, avec qui reçoivent n'importe quel type de public. L'idée, c'est de doter les accueils, puisque c'est le premier point d'entrée et de contact avec les administrés. Et puis par la suite, étant donné qu'on en fournit un certain nombre et que ces masques sont lavables, on peut également en donner à d'autres professionnels des services en fonction de leurs besoins. Pour un premier lancement, on va distribuer 4 masques par service et puis après, en fonction justement des rapports des professionnels et des retours qu'on aura, on pourra en mettre en disposition davantage. Un guide de sensibilisation sur l'accueil des personnes sourdes et malentendantes a également été remis à chaque service afin de les conseiller sur le bon usage de ce masque inclusif, ainsi qu'une affichette à disposer à l'accueil pour indiquer aux personnes sourdes et malentendantes que cette prestation peut leur être proposée si elles en font la demande, une démarche très appréciée par l'association monégasque pour les personnes sourdes. Ces masques sont indispensables, c'est déjà un facteur d'inclusion. Contrairement aux masques chirurgicaux ou FFP2 qui excluent totalement les personnes sourdes de toute forme de communication. Et le fait que le gouvernement princier ait entendu cette demande est vraiment une action très importante pour eux, pour la mise en évidence de leur handicap, qui reste un handicap invisible. Une campagne qui répond donc à une demande d'intégration et de communication avec les personnes malentendantes et qui permet également de sensibiliser les services administratifs aux particularités du monde de la surdité.
Le reste de l'actualité en bref avec vous, Vanessa. Nous en parlions avec le secrétaire général du comité olympique monégasque dans le journal de lundi. Ce n'était pas encore fait et maintenant, ça l'est. La première athlète monégasque vient de valider son billet pour les prochains Jeux olympiques. Oui, la pongiste Siao Siniang est qualifiée pour Tokyo au tournoi mondial de qualification à Doha. Au Qatar, l'athlète de 33 ans a décroché ce lundi soir son précieux sésame pour les Jeux olympiques de Tokyo qui commenceront en juillet prochain. La jeune monégasque rêve d'une médaille aux couleurs rouge et blanc. Passionnée depuis toujours, elle souhaite dans le futur pouvoir faire en sorte que les enfants s'intéressent au tennis de table à Monaco et faire évoluer la discipline. À Monaco participe à la Journée internationale des forêts ce dimanche. Oui Fabien, et à cette occasion, la direction de l'aménagement urbain s'associe à l'Office national des forêts pour organiser des actions sur les territoires français et monégasques. Dans le cadre de cette manifestation, des visites commentées par des animateurs de l'ONF sont prévues ce dimanche afin de découvrir la boucle du Mont Gros à Roquebrune-Cap-Martin. De plus, un atelier de présentation des actions entreprises par la principauté se tiendra à l'entrée des jardins Saint-Martin à Monaco. Ces visites sont gratuites et accessibles à tous sur réservation. Passons à notre dernier invité, le directeur de l'Institut audiovisuel. Vincent Vatrican a programmé samedi prochain à 15h au Théâtre des Variétés un film de Christophe Honoré, sorti en 2007 avec entre autres Louis Garrel, Ludivine Sagnier et Chiara Mastroianni. Le titre « Les chansons d'amour ». Nous allons tout de suite essayer de vous convaincre d'aller à cette projection. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On a un petit peu fleur bleue là, vous et moi ce soir. On va parler de chansons d'amour. C'est d'ailleurs le titre du film qui sera bientôt projeté là. Tout à fait. Les chansons d'amour de Christophe Honoré. Je rappelle que la thématique de cette année, c'est chanter la vie. On est en plein dedans. On est en plein dedans puisque, et même pour plusieurs raisons, chanter la vie, puisque c'est un film qui commence comme un drame, par la mort. Et c'est pourtant un film qui ne fait que chanter la vie. C'est la performance du film, c'est-à-dire comment tous ces acteurs, tous ces personnages vont survivre à ce moment extrêmement douloureux. La scène est absolument poignante, la disparition de Ludivine Sagnier. Mais comment ils vont surmonter ce moment. C'est un film qui fait le pari de la vivacité, de la jeunesse. Et de ce point de vue, c'est un film qui se place dans un certain héritage du cinéma français, voilà, qu'on peut dater de la Nouvelle Vague qui faisait le pari de la jeunesse. C'est ça, il y a un vrai côté Nouvelle Vague. C'est un film du 21e siècle, parce que c'est un film de 2007. Il y a une nostalgie des années 60, je trouve. Oui, des années 60 et puis du cinéma des années 60, notamment celui de Jacques Demy, puisqu'il faut le dire, le film joue la carte de la comédie musicale avec des parties chantées, chansons et musique d'Alex Bopin, et qui se place évidemment dans la lignée du cinéma de Jacques Demy. L'histoire, c'est une histoire, c'est un couple à trois. Ça se résume à ça, c'est plus complexe. Oui, c'est complexe. Et ma foi, comme vous disiez, c'est le reflet du 21e siècle. Ces chansons d'amour, c'est l'amour à deux, c'est l'amour à trois, c'est l'amour hétéro, c'est l'amour homo. Et c'est ça qui est beau dans le film, puisque il y a des chassés-croisés, il y a des histoires tristes et il y a des belles histoires. Et en tout cas, de très beaux rôles et de très beaux personnages. Je vous ai entendu parler de Nouvelle Vague. Je trouve qu'on est en plein dedans, notamment dans les acteurs. Il y a des acteurs qui sont très Nouvelle Vague, enfin qui sont des héritiers en quelque sorte de la Nouvelle Vague. Je pense à Louis Garrel, par exemple. Tout à fait. Louis Garrel, dynastie d'acteurs, puisque son grand-père, c'est Maurice Garrel, qui a beaucoup joué chez Philippe Garrel, son fils cinéaste, qui d'ailleurs tourne encore aujourd'hui, qui est lui aussi un enfant de la Nouvelle Vague. Christophe Honoré, c'est peut-être encore la génération d'après. Et Louis Garrel, qui lui-même a fait court-métrage et long-métrage, est un acteur
fétiche un peu dans certains cinémas français d'aujourd'hui, très ancré dans les années 2000. Avec un beau casting, hein, Louis Garrel, Ludivine Sagni, vous en avez parlé, Chiara Mastroianni, Clotilde Esmé. Oui, c'est un beau casting. Qui jouait justement chez Philippe Garrel. Ouais. Et puis Chiara Mastroianni, qui est aussi une actrice fétiche de Christophe Honoré, puisqu'il a retourné avec elle très récemment. Donc oui, il a sa petite... Dont la maman était une égérie de Jacques Demy, d'ailleurs. Tout à fait, Catherine Deneuve. Donc oui, il a sa bande. Oui, c'est un cinéma de bande. Ça aussi, on retrouve un peu l'esprit Nouvelle Vague, où on aimait bien retourner avec les mêmes acteurs, des histoires parfois un peu semblables. Mais ce qui l'emporte, encore une fois, c'est la vitalité, c'est la vitesse. C'est un film qui va très vite. Il y a des moments de pause, mais d'un seul coup, on met un coup d'accélérateur. C'est un film frais, dynamique, dans l'air du temps. Voilà, les chansons d'amour, la prochaine projection de l'Institut audiovisuel. Merci Vincent Tricon. Merci Fabien. As-tu déjà aimé pour la beauté du geste? As-tu déjà croqué la porte pleine t'es con quoi? Pour la saveur du fruit? Connard! Ismaël, tu m'emmerdes. Je vous rappelle le rendez-vous, les chansons d'amour, ce samedi 15h au Théâtre des Variétés. Un point météo à présent. Vanessa, mercredi, le temps sera-t-il changeant ? Eh bien non, Fabien, pas de grands changements. Effectivement, le ciel sera partagé entre apparition du soleil et nuages une grande partie de la journée. Une légère brise pouvant atteindre 13 km/h est attendue. Les températures iront de 7 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 6h38 et se couchera à 18h39 et nous fêterons les Patrices. Ah, merci Vanessa. On se quitte avec les photos du jour de l'ensemble de nos reporters consacrés à ces 1 an de crise sanitaire, mais à travers les actions du souverain, le prince Albert II, que nous aurons en entretien exclusif demain, mercredi à 19h. Ne loupez pas ce rendez-vous. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. À demain. En attendant, portez-vous bien.